Bienvenue sur le 12e épisode de Watchlist. Alors aujourd'hui, on va parler notamment du CPI. Le CPI était pas bon et cette vignette est là pour nous rappeler qu'un bear market peut toujours arriver et que pour nourrir le bear market, quoi de mieux qu'un petit Jérôme pour nourrir le bear market à base de CPI qui est mauvais, à base de pivot de la Fed qui s'éloigne de plus en plus ou en tout cas qui se réduit comme peau de chagrin et donc les marchés n'ont pas apprécié. Alors on va essayer de décrypter tout ça et de décrypter pas mal d'autres choses. And that's the angle. Le CPI, 3,5%. Il était espéré à 3,4% et le core CPI était lui aussi décevant. Ce qui a fait que le pivot de la Fed s'éloigne. Il est plus du tout sûr que la Fed pivote en juin. Peut-être qu'elle pivotera éventuellement en juillet. Et finalement, elle finira par pivoter seulement 2 fois selon les prévisions. Et si elle ne pivotait pas, ça on ne sait pas. Ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. Et donc, les espoirs des marchés ont été vraiment douchés par cette information. Et malheureusement, la Fed risque de continuer de serrer la vis, ou en tout cas n'est pas prêt de lâcher la bride. Et c'est ça qui est compliqué pour les marchés. Complètement à l'inverse, la BCE, on a Christine. So I see a lot of positives on those two fronts. I had a few other items, but I'll save them for next year. Qui a fait une petite intervention cette semaine. Et a priori, donc on se dirige vers une baisse des taux en juin. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Ça aurait été bien de le faire peut-être un peu plus tôt. Mais en tout cas, voilà, on peut anticiper une baisse des taux pour la BCE en juin. Ça serait le scénario le plus probable. Et bien sûr, à l'issue de la publication de ce CPI, on a l'euro USD qui a tout de suite craché un bon petit coup. Et il faut se dire que si on a un découplage de la BCE et de la Fed au niveau des taux, on va avoir des tensions au niveau de l'euro-dollar et ça sera probablement en faveur du billet vert. Alors évolution AB, je voulais en parler parce que on a 2 sujets. Suite à la vidéo que je vous ai faite, il y a eu quand même quelques petites informations, il y a eu quelques news qui sont sorties, donc on va essayer d'en parler. Première information, je vois pas mal de gens qui disent oui, effectivement, Evolution AB est éligible au PEA. On peut l'acheter notamment sur Bourse Direct en passant un coup de fil pour passer un ordre d'achat par téléphone. En revanche, sur le PEA, vous avez une retenue à la source de 30% sur les dividendes. Pourquoi c'est important? C'est que bon, il y a plein de gens qui seront capables de faire des calculs savants pour dire si c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, quand vous avez une retenue à la source, c'est moins intéressant de mettre cette action sur le PEA. Pourquoi? Parce que le PEA, vous avez le droit de mettre 150 000 balles dedans. Point final. Donc si vous avez des actions qui sont moins optimisées à cause des retenues à la source dans votre PEA, elles prennent la place d'actions qui pourraient éventuellement être plus optimisées d'un point de vue fiscal dans votre PEA. Voilà, c'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Je voulais le souligner parce que voilà, c'est important d'avoir toutes les cartes en main pour prendre sa décision. Personnellement, j'ai mes évolutions AB sur mon compte Interactive Broker. Alors, 22 mars, vous avez une chute qui avait commencé un petit peu avant du cours de l'évolution AB. J'ai cherché partout ce qui avait pu se passer. Alors il y a 2 informations. La première, c'était que Evolution AB a publié l'ordre du jour pour la prochaine assemblée générale. Et a priori, il n'y avait pas d'informations de nature à exploser le cours de bourse. En revanche, il y a une classe action qui a été lancée aux États-Unis et la deadline pour s'inscrire à la classe action était au 25 mars. Et bien sûr, comme vous avez des tonnes et des tonnes de cabinets d'avocats qui font de la pub et qui essayent de trouver des victimes pour s'agréger à cette classe action, plus vous avez de personnes qui portent plainte, plus la classe action aura de poids. Et donc, vous avez eu une résurgence de sites internet à partir du 20-21 mars pour dire attention, inscrivez-vous pour la classe action, dernier délai avant le 25 mars, etc., etc. Sachant que la classe action, elle concerne des personnes qui auraient l'ADR de Evolution AB entre 2019 et 2023 qui auraient trouvé qu'elles ont perdu de l'argent à cause de Evolution AB qui auraient donné des informations qui ont donné une mauvaise direction aux investisseurs. Autant vous dire que cette classe action, elle est plutôt faible. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont inscrits. J'ai surligné le numéro du cas si vous voulez le rechercher sur internet. Alors pour l'instant, j'ai encore rien trouvé, donc je sais même pas si va vraiment y avoir une classe action derrière, parce que là, s'ils ont rempli la classe action, essayer d'avoir des gens pour
l'affaire avec eux. Et en gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit jugé dans un procès avec un jury. Voilà leur demande par rapport à ce cas. Sauf que il faut effectivement qu'un procès soit accepté par le juge. Et derrière, effectivement, il faut qu'il y ait suffisamment de plaintifs, de personnes qui portent plainte pour que ce soit vraiment que ça devienne vraiment une class action. C'est pas dit que ça arrive. Je regarde ça une fois tous les mois pour voir si ça a avancé, mais pour l'instant, ça a pas l'air de bouger beaucoup, hein. Et en tout cas, on aurait peut-être eu, si jamais il y avait eu un jugement demandé et que ça allait vraiment au tribunal, on aurait peut-être eu des informations qui seraient sorties. Donc affaire à suivre. En ce qui me concerne, je pense que la class action, c'est pas ouf. À la prochaine publication de résultats d'évolution AB, ça va repartir comme en 40, comme dirait l'autre. Il ne faut pas avoir peur. Alors, si je vous parle pas de Chine, c'est pas vraiment un watchlist, donc je vais faire mon office, mais j'ai relevé 2 informations intéressantes. La première, c'est que Fitch a downgradé la note chinoise à cause d'un problème de finances publiques, hein. Effectivement, peut-être que la Chine va avoir des problèmes à lever des impôts et donc à avoir des finances. En revanche, on a plusieurs banques qui ont revu leurs prévisions de croissance du PIB de la Chine. Donc au final, de 4,8 à 5, de 4,6 à 5, c'était plutôt relevé pour quasiment toutes les banques. Il faut savoir qu'en 2023, en août 2023, Morgan Stanley disait attention, pour 2024, la Chine aura un PIB, une croissance du PIB seulement de 4,2. Et là, ils ont revu à la hausse leurs prévisions à 4,8, sachant qu'on a des données manufacturières qui sont plutôt costaud au niveau de la Chine, ce qui a amené Goldman Sachs à booster ses prévisions de croissance pour la Chine. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le downgrading de Fitch, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc voilà, à vous de juger un petit peu de l'état. Mais moi, ce que je vois, c'est que je vois de plus en plus de signaux faibles sur la reprise. Il faut savoir quand même que depuis début janvier, le Hang Seng a repris à peu près 20% par rapport à ses plus bas, donc c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même plutôt chouette. Et dans le même esprit, vous avez donc Tencent qui a racheté pas mal d'actions. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que d'une part, c'est pas une paille, hein. Ils ont racheté pour 1 milliard de Hong Kong dollars. Ils ont réussi à racheter 3,2 millions d'actions. Mais surtout, pourquoi c'est intéressant pour Tencent de racheter des actions, et c'est d'autant plus intéressant actuellement, c'est que le cours est plutôt faible. Et plus vous avez un cours faible, plus vous avez la possibilité de racheter des actions. Vous êtes beaucoup plus efficace si le cours de l'action est bas, dans une position optimale pour racheter au mois de février les actions en Tencent qui étaient à peu près à 285. Donc c'était vraiment l'idéal. Voilà, on a depuis un petit frémissement du côté de Tencent. On va attendre la publication de résultats du Q1 et on va croiser les doigts. Alors, au rayon des bonnes nouvelles et au rayon des informations à prendre en compte dans nos investissements. Vous avez donc l'organisme MOFCOM de Chine qui a publié un programme d'ici donc 2023 à 2027 d'augmenter les transactions de véhicules d'occasion de 45%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que à l'instar de la prime à la conversion qu'on a eu en France, on a un système similaire qui est mis en place en Chine. Et donc, les personnes qui auraient une vieille voiture à essence ou une vieille voiture diesel et qui voudraient racheter un nouveau véhicule électrique, comme une BYD, une NIO, une Xiaomi ou encore une Tesla, pourront le faire et auront une subvention pour mettre à la casse leur vieille voiture périmée pour le rachat de véhicules électriques ou de véhicules à économie d'énergie, comme les véhicules hybrides. Donc BYD, qui est positionné sur les véhicules électriques et hybrides, bénéficiera de ce système sur ces 2 types de motorisation. Information très importante parce que quand vous avez un marché chinois aussi important et sur lesquels on a des incentives aussi importants, ça ne peut que booster des entreprises comme BYD, dans une moindre mesure Tesla, Xiaomi, etc. Donc affaire à suivre, mais je suis encore très heureux d'avoir mes BYD et cette information pourrait me pousser à renforcer ma ligne. D'autant que BYD actuellement est encore pas cher. Alors,
Ça, c'est juste pour le clin d'œil, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, un monorail suspendu entièrement automatisé à Wuhan, donc en Chine. Wuhan, bien connu grâce au Covid. Et la dernière innovation nantaise, donc voilà, voilà, on voit dans quel pays on vit et on voit dans quel pays on pourrait vivre. Choisis ton camp, camarade, comme dirait l'autre. Alors, Total Energy, ça me semblait important de parler du pétrole parce que en ce moment on a un boom. Vous avez le cours du pétrole qui impacte le cours des entreprises telles que Total, et le cours du pétrole, il est aussi impacté par donc l'offre, la demande, la production, l'OPEP qui a réduit sa production, et surtout donc on voit que le WTI est en train, et le Brent aussi est en train de monter, d'atteindre des niveaux de plus en plus importants. Tout ça sur fond de crispation géopolitique. Alors, forcément, avec ces crispations géopolitiques, on a le problème de l'Iran. Parce que s'il y a une escalade entre l'Iran et Israël, vous allez avoir un problème avec l'Iran, parce que l'Iran, grosso modo, a eu le droit d'écouler de plus en plus de barils sur le marché pour contrer un petit peu la perte de production due à la Russie et aussi aux politiques de l'OPEP. Et donc les États-Unis avaient autorisé l'Iran à mettre pas mal de pétrole sur le marché, ce qui a permis de maintenir un cours du pétrole un peu plus faible que ce qu'il aurait dû être, et donc de lutter contre l'inflation, parce que le problème des États-Unis, c'est l'inflation. Et on l'a vu avec l'histoire des Ukrainiens qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient attaqué des raffineries russes, en disant « Oui, vous pouvez vous défendre, mais défendez-vous correctement. Arrêtez de taper les raffineries russes, parce que nous, notre problème, c'est l'inflation. Et si le prix du pétrole augmente, l'inflation va forcément augmenter. » Donc voilà, je voulais vous parler un peu du pétrole parce que ça me paraît important, et j'ai donc 2 réflexions de mon côté. Bien sûr, continuer à investir sur Total Energy. Alors là, peut-être pas maintenant parce que c'est quand même très haut, mais en tout cas, continuer à détenir mes titres Total Energy. Alors oui, l'Iran a saisi un navire lié à Israël. Donc là, voilà. Vous comprenez que on est en pleine escalade, et si ça monte trop haut, l'Iran risque de ne plus pouvoir arroser le marché mondial de son pétrole. Et là, on va avoir forcément encore une hausse du cours, et on atteindrait forcément, probablement, les $100, et après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, je me dis, bon, il y a quand même un sacré gros risque sur le pétrole. On a un risque géopolitique, et donc on a un risque que le pétrole augmente de façon inconsidérée. Donc, Total, nickel. 2, des NOASA, ils sont quand même pas mal au Moyen-Orient, ça fait un peu peur. Et donc, l'idée, ça serait de se dire, mais quelles sont les filières qui produisent du pétrole et qui ne sont pas présentes au Moyen-Orient, en Afrique et dans les zones en tension? Eh ben, vous avez les pétrolières d'Amérique latine. Donc, vous avez Petrobras, Ecopetrol, Parex. D'ailleurs, je salue l'Op Investissement qui a fait une vidéo hyper intéressante sur cette valeur. Et donc, ces valeurs-là, pour moi, ça peut être intelligent de les jouer. Pourquoi ? Parce que elles sont décorrélées du risque géopolitique. Elles vont continuer à produire du pétrole. Et si risque géopolitique il y a, le cours du pétrole va s'enflammer. Eux, ils vont continuer à produire. Ils n'auront pas de problème de production. Ils n'auront pas de problème de risque lié à des explosions, à du terrorisme, à des coupures de gazoducs ou d'oléoducs, etc., etc. Eux, ils vont pouvoir continuer à délivrer, à produire et à vendre leur pétrole qui aura atteint un niveau de prix important. Donc, les pétrolières d'Amérique latine ou les pétrolières éventuellement qui seraient seulement au Canada ou aux États-Unis, ça me paraît intelligent de les jouer. Ce n'est que mon avis, ça ne représente pas un conseil d'investissement, mais voilà, je vous partage cette réflexion, peut-être que ça peut être intéressant. Alors, autre sujet, je me demandais pourquoi Imerys avait remonté un petit peu la pente. Donc, ils ont décidé de créer une nouvelle branche d'activité, solutions pour la transition énergétique. Et donc, ils mettent en avant les performances de minéraux critiques tels que le quartz de haute pureté, le graphite et le noir de carbone. Ça fournit des marchés tels que les panneaux solaires,
les semi-conducteurs, on a dit le mot magique, et on a bien sûr le lithium dans le futur, le graphite carbone, bien sûr, ça c'est pareil, c'est hyper important. Et donc, reporter cette activité dans une rubrique des états financiers spécifiques pour bien la souligner, c'est plutôt intelligent de la part d'Imerys, et le marché ne s'y est pas trompé, il s'est dit, ah tiens, ils font ça, ah c'est pas mal. Si j'avais un peu plus de liquidité, peut-être que j'aurais déjà renforcé. Le cuivre, encore un secteur sur lequel j'aurais bien aimé renforcer, mais bon. Déjà, on est bien positionné. Je suis à peu près à plus de 25%. La vidéo sur le cuivre est sortie en février. La tendance est plutôt bonne. Et même si on avait un ralentissement économique qui ferait qu'on aurait une consommation beaucoup plus faible du cuivre, on aurait toujours des besoins importants et encore et toujours une production faible. Bon duel. Je passe très rapidement, mais juste pour vous dire que on voit le bout du tunnel. Je suis personnellement à moins 33% sur la valeur. Voilà, on espère que ça va remonter, qu'on a des signaux de retournement. Rubis, voilà, j'ai vendu moi à ce niveau-là à 27 €. Donc autant vous dire que je me bouffe les couilles. Les échecs et les réussites, il faut les partager. En revanche, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que ces 27 € que j'ai récupérés par action Rubis, si je les ai réinvestis sur des valeurs qui entre-temps ont fait plus 20, c'est pas non plus trop triste. Il s'avère que j'ai investi dans certaines entreprises avec ce que j'avais de Ruby et qui ont plutôt bien performé, mais j'ai aussi investi sur Pernod Ricard par ailleurs, et donc là, ça a moins performé. Donc autant que je sois honnête avec vous, mais voilà. Adios, les tapettes! Oh. I believe I can fly.